Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour nourrir l'audace de nous accepter tels que nous sommes et nous exprimer sans masque. En effet, nous n'avons pas besoin de devenir, juste d'être nous. Je suis Pierre Devos, accompagnateur intuitif et empathique, et je partage dans ces épisodes mes réflexions, expériences, astuces et coups de gueule pour vous aider à vous aussi oser être vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose être toi. Ça me fait plaisir de vous retrouver après 2 épisodes orientés sur la peur que j'ai enregistrés il y a déjà 2 semaines. Et donc ça me manquait un peu d'être derrière ce micro et de pouvoir partager mes points de vue sur le développement personnel et ce qu'on peut faire pour se sentir plus en phase avec soi-même et avec la vie que l'on construit au jour le jour. D'ailleurs, dans les épisodes précédents sur le rapport à la peur, j'ai eu moins d'écoute que dans mes épisodes précédents. Donc n'hésitez pas à me faire un retour pour me préciser s'il y a quelque chose dans la forme de ces épisodes qui vous a déplu ou qui vous a moins intéressé, ou le titre tout simplement qui vous a moins inspiré, pour que je puisse au fur et à mesure faire un contenu qui vous plaise également. Parce que mon but n'est pas de parler tout seul devant un micro. Je le fais, mais c'est surtout de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir créer du contenu aussi qui vous intéresse. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de, comme vous avez pu le lire dans le titre, passer du développement personnel à l'autorisation d'être soi. Ça peut paraître un peu particulier, mais j'aurais pu aussi avoir un titre un peu plus accrocheur du style « Pourquoi le développement personnel est une impasse ?» Ça marche aussi. Peut-être que ce sera celui que j'aurai choisi à la fin pour cet épisode. On verra bien. Donc je vais aborder un peu ce qui se cache derrière des fois l'intention de faire du dev perso et qui peut des fois, plutôt que nous rapprocher de nous, nous éloigner de nous-mêmes. Je ne remets pas du tout en cause le désir d'expansion, d'épanouissement ou de croissance qu'on peut avoir et qu'on peut rechercher dans ces démarches, qui est lié au désir d'apprentissage ou d'exploration de la vie ou d'avoir une vie plus complète, plus remplie, plus épanouie, plus enrichissante. Mais les effets insidieux que peut avoir cette démarche si on l'initie avec une intention qui n'est pas obligatoirement une intention d'être de plus en plus soi-même, mais une intention de correction de ses défauts et je dirais de réparation. Et donc, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet pour vous dire comment le dev perso peut nous perdre. Et oui, j'y vais un peu cash aujourd'hui, mais j'ai envie, ça me ressemble aussi et c'est aussi m'autoriser à être moi qui est un peu plus direct. Donc, quand on démarre ou quand on continue une démarche de développement personnel ou thérapeutique, j'associe les deux pour cet épisode, on peut avoir tendance à être dans une démarche où on considère qu'on doit s'améliorer, changer, se réparer, se guérir pour être heureux, et donc il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. En gros, considérer qu'on est défaillant. Ça peut pousser aussi à se dire que la solution est ailleurs, à l'extérieur de nous, et donc dans une version future de nous. Ce qui implique que notre version actuelle n'est pas souhaitable, n'est pas une bonne version. Voilà, ça, je vous dis, c'est pas des choses qu'on se dit obligatoirement consciemment, ça peut être des choses que insidieusement on installe dans notre vision de nous-mêmes. Se dire aussi qu'on doit toujours s'améliorer, qu'on ne doit jamais sortir de l'école et toujours devoir grandir, je précise devoir. En gros, que la croissance doit être perpétuelle, qu'on doit toujours s'améliorer. Ça peut être un désir pour certaines personnes qui sont dans une quête de croissance personnelle continue, mais peut-être pas de tout le monde. Donc c'est là aussi qu'on peut se désaxer. Ça peut aussi nous entretenir dans la croyance que nous sommes cassés par nature, comme je disais tout à l'heure, et donc nourrir un peu le mythe de la chute judéo-chrétien, j'en reparlerai un peu plus tard. Et ça peut aussi nous pousser à nous voir d'une manière monolithique, comme quelqu'un dont il faut remplacer des pièces. Par exemple, si je me pose pas trop de questions, c'est que je n'ai pas assez de confiance, je ne suis pas assez sûr de moi, je ne suis pas assez audacieux. Si j'ai du mal à aller vers l'autre, à aller en premier contact, c'est que j'ai un défaut, c'est que je suis introverti, c'est que je suis timide, c'est que je suis trop réservé. Et donc toutes ces démarches de thérapie de développement personnel
partent du principe que si quelque chose ne va pas dans nos vies, ne nous correspond pas à ce qu'on veut vivre, c'est qu'il y a une partie de nous, un comportement, une facette de nous qui n'est pas adaptée et qu'il faut, je dirais, ajuster. Et donc c'est une approche qui est très orientée problème et qui pour moi a un angle de vue biaisé. Parce que considérer qu'une chose est négative nous empêche, ou une chose est un défaut, nous empêche de voir aussi toutes les qualités qu'il y a derrière. Et tout ce qu'on cache derrière, ces défauts, ces mauvais comportements, ces résistances et ces blocages. Donc ça nous pousse, cette approche, cet angle de vue, de continuer à créer un champ de bataille à l'intérieur de nous, entre les bonnes et les mauvaises parties de nous, et ce qui peut générer pour nous de la culpabilité, de la frustration, de la comparaison, du doute, du manque de confiance, etc. etc. Et donc paradoxalement, en essayant de gagner de la confiance et de l'estime de soi en faisant une démarche de développement personnel ou de thérapie, on peut s'enfoncer de plus en plus. Ça peut paraître paradoxal, mais moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est à force de vouloir devenir une meilleure personne, j'ai eu tendance à remettre en cause tout ce pourquoi j'étais bon. Certes, il n'y avait pas une grande estime de moi, mais j'ai plutôt été voir tous les endroits où j'étais incompétent plutôt que nourrir tous les endroits où j'étais bon. Je te parle bien là d'une manière de faire du développement personnel. Je ne parle pas du développement personnel en général, parce qu'on peut très bien le faire en partant dans le bon sens. Mais là, je parle d'un biais qu'on peut avoir tendance à avoir quand on débute, c'est de vouloir se changer. Et donc, derrière vouloir se changer, ça veut dire vouloir traquer nos défauts. Ce qui génère un manque de confiance en soi, d'estime de soi, et donc ce qui fait un peu un cercle vicieux. On devient de plus en plus accro au développement personnel pour trouver une solution, et on s'en sort de moins en moins. Voilà. Et ce qui peut nourrir donc de l'insatisfaction, en considérant que son présent est non souhaitable, et donc ce qui génère encore plus de déprime, de frustration, de ne pas être là où on en est. Donc pour des personnes qui se nourrissent à la frustration, pour qui la frustration est un moteur et pour qui la colère, le fait de fuir quelque chose est quelque chose de valorisé ou même de valorisant, d'être un guerrier, d'être quelqu'un qui se bat pour atteindre quelque chose, est une expérience qu'ils apprécient, tant mieux. Moi, c'est pas du tout mon kiff. Moi, je préfère être je construis au fur et à mesure une vie qui me ressemble. Et donc, à chaque coup que j'étais dans une démarche de développement personnel, j'étais de plus en plus en train de me rendre compte à quel point, mon terrain était miné. Parce que je voulais le voir miné. J'aurais pu voir aussi à quel point mon terrain était empli de graines fructueuses. Sauf que vu que je voulais pas les voir comme des graines, vu que j'avais une vision, ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas comme il faut, c'est pas comme je devrais, c'est pas ce qui est attendu par l'extérieur, c'est pas ce que j'aimerais avoir maintenant, j'étais encore à vouloir jeter, entre guillemets, les graines qui étaient en moi, mes ressources en moi, mes outils qui étaient en moi, mes compétences, sous prétexte que je les qualifiais de mauvaises herbes. Sauf que parfois, les mauvaises herbes, prenons par exemple les topinambours ou autres, ça peut être très bon. Rôti à la poêle. Et c'est pas toujours des mauvaises herbes selon l'angle de vue qu'on veut leur donner, qu'on veut avoir. Voilà. Vous m'excuserez mes petites fautes de langage parce que j'ai tendance à penser plus vite que je ne parle. Et donc, toutes ces démarches-là peuvent nous pousser à être dans une quête perpétuelle d'être quelqu'un d'autre. Et ça peut nourrir aussi un sentiment parfois inconscient et parfois bien ancré d'être toujours une victime. Ou de notre vie actuelle, ou de nos comportements, ou de nos émotions, ou de qui nous sommes, ou de certaines facettes de nous, ou de nos qualités, de nos défauts, de nos choix du passé, voilà. Parce que dans cet angle de vue, on peut considérer que si nous ne sommes pas heureux, c'est parce que je ne suis pas assez comme ça, je n'ai pas encore telle qualité, je n'ai pas encore assez réussi dans tel ou tel domaine, je n'ai pas par le passé eu telle ou telle ressource, donc je suis victime de ne pas avoir fait les bons choix par le passé. Vous voyez tout le bordel. Et donc, tout ça nous pousse à nous focaliser sur ce qui nous manque.
nos faiblesses plutôt que nos forces. Ça pousse aussi à rabaisser ce dont on est capable, mais qu'on n'identifie pas comme quelque chose qui a de la valeur. Voilà, choses sur lesquelles on a un jugement négatif. Par exemple, juger l'introversion, la sensibilité, l'émotivité, la capacité à se mettre à la place de l'autre, l'empathie, quand on a plutôt envie, par exemple, de développer son activité et qu'on n'est pas très fort dans la vente parce que on a tendance à mettre ça au milieu, voilà, à se foutre un sacré bordel avec notre sensibilité, notre émotivité, toutes nos histoires qu'on se raconte sur ce qui est bien ou pas de vendre, c'est les bonnes manières de faire, les mauvaises manières de faire, qui on a le droit d'être et pas. Et ça, vous voyez les nœuds que ça peut faire au cerveau. Alors que toutes ces capacités d'empathie, de sensibilité pourraient être, si on les utilise avec une stratégie qui nous correspond, des sacrés moteurs et des sacrés atouts dans la manche, je dirais. Des sacrés clés aussi pour arriver à toucher un auditoire et à créer une communauté autour de soi. Tout ça pour dire que cette intention qu'on peut mettre initialement dans le développement personnel de vouloir se changer peut nous pousser à atteindre un idéal qui n'est peut-être pas le nôtre. Parce qu'on se dit, ah oui, mais là, ma manière de voir la vie, elle n'est pas assez ambitieuse, elle n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Et donc, il faudrait que j'essaye d'être plus sociable, plus comme ci, plus comme ça, plus à l'aise avec les gens. Et si vous vous en foutez d'être à l'aise avec les gens, si c'est pas votre truc, et si vous vous en foutez d'avoir des milliers d'euros sur votre sur vos comptes en banque, et si vous vous en foutez d'aller faire le tour du monde et de devenir un digital nomade, et que vous préférez rester dans votre coin avec votre chien et vos enfants, et que pour vous la réussite c'est d'avoir un petit emploi salarié qui vous prend pas trop la tête, et à côté faire vos stages d'aquarelle et vos petits week-ends en amoureux avec votre femme ou votre compagnon, et puis la vie, pour vous, elle est bien comme ça. Vous voyez, tout ce côté développement personnel qui peut pousser à toujours plus peut nous décentrer de ce qui est vraiment important pour nous. Nous pousser à avoir des rêves qui correspondent aux valeurs des autres, mais pas à nos propres valeurs. Et donc, toute cette optique-là peut aussi entretenir notre scission entre la mauvaise personne, celle du présent, celle qui n'est, entre guillemets, pas valorisée extérieurement, et la bonne personne, celle du futur. Et donc, on peut continuer à se considérer comme un ennemi, à considérer qu'à l'intérieur de nous, on a un ennemi qui se bat contre nous, que ce soit l'auto-saboteur, que ce soit nos défauts, que ce soit notre inconscient, notre subconscient, que ce soit nos traumas du passé, nos vies antérieures, qu'est-ce qu'il y a encore? Nos poids transgénérationnels, j'en passe, et des meilleurs. Sans parler des entités et tout le côté énergétique si on y croit. Tout ça pour dire que ça peut vite finir en champ de bataille à l'intérieur. Et c'est plus un champ de bataille, là on est vraiment en 5e guerre mondiale. Je dirais même en guerre intergalactique. Donc, est-ce que je continue à vous faire un petit listing là-dessus? Non, je pense que vous avez compris le point. Vous n'avez pas besoin de vous lister ce que j'avais noté de plus. Et donc, cette quête du toujours plus peut aussi impliquer une perte de sens, peut aussi nous pousser à avoir une obligation de croissance, alors que c'est pas ce dont on désire au fond. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est notre épanouissement. On va être clair qu'une fleur de bananier va pas s'épanouir de la même manière qu'une fleur d'églantier. Et c'est normal. Donc, et que ces deux fleurs n'auront pas besoin des mêmes terreaux et des mêmes environnements pour s'épanouir. Ça, on peut très bien le comprendre au niveau botanique. Alors pourquoi, putain de merde, dans le monde de l'humain, on s'impose à faire quelque chose d'uniforme qui est bon pour tout le monde? Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau des méthodes marketing d'entreprise, parce que je suis là-dedans, que ce soit au niveau de la réussite personnelle ou de la vie de couple, ou de la parentalité, chacun sa méthode et chacun le terreau qui est adapté pour lui. Arrêtons de vouloir être uniforme, arrêtons de vouloir faire comme tout le monde, arrêtons de vouloir être normal, et commençons à être nous-mêmes. Ça fera du bien à tout le monde, et ça permettra aussi à chacun de s'autoriser à être soi-même. Voilà, coup de gueule passé.
Parce que moi, au fur et à mesure de ces périodes de je ne m'aime pas tel que je suis, donc je vais essayer de me changer, de me transformer, de devenir quelqu'un d'autre. Et les périodes où ça allait un peu mieux, mais où je me considérais pas assez ambitieux, pas assez trop immobile, trop lent, trop comme ci, trop comme ça, j'ai fait un constat. C'est que la nature est bien faite, et que comme les autres espèces de la nature, notre croissance, la croissance de chaque individu, elle est naturelle et on n'a pas besoin de volonté pour cela. Nous ne sommes pas faits pour nous mettre des bâtons dans les roues. On a certes des comportements qui vont avoir tendance à générer de la résistance au changement, certes, on est d'accord, qui vont avoir tendance à vouloir faire des économies d'énergie et donc à éviter de prendre des risques, oui, mais on n'est pas notre ennemi. On est notre ennemi que si on auto-alimente la croyance et les comportements qui font qu'on doit de plus en plus se méfier de soi. Alors la question que moi je me suis posée, parce que en allant explorer aussi du côté de la spiritualité, où il y a aussi tout ce côté de séparation, où il y a les guerriers de lumière, où il y a ceux qui disent que ah oui, pour être quelqu'un de bien, il ne faut pas avoir d'émotions négatives, il faut être dans la colère, etc. Et donc on nie aussi des parties de soi, on est obligé de mettre de côté des émotions, parce qu'on dit ça c'est pas acceptable, ça c'est pas bien à ressentir, ça c'est pas ce qu'il faut, ça c'est pas être quelqu'un d'évolué, être quelqu'un d'épanoui que vivre ça. Voilà, moi j'ai décidé d'un peu plus nourrir la voie de l'union que de la voie de la séparation. Et donc c'est pour ça que je suis plus dans une démarche d'acceptation de moi, et de l'acceptation de mon humanité, de l'humanité chez les personnes que j'accompagne, plutôt que d'essayer de gommer tout ce qui me dérange et d'essayer de rentrer dans les cases de la bonne personne qui réussit, qui est efficace, qui a de bons résultats et qui est épanouie. Parce que oui, je cherche l'épanouissement, mais pas l'épanouissement au sens du jugement extérieur qui considérerait que je suis épanoui, l'épanouissement au sens du ressenti intérieur comme quoi je me sens bien. Voilà. Il y a un truc que j'avais oublié de dire aussi dans tout ce côté développement personnel, c'est que ça pousse aussi dans ce côté « je ne suis pas assez bien » à chercher le sauveur à l'extérieur, la pièce manquante à l'extérieur, la solution à l'extérieur. Parce que si on n'est pas assez bien, on ne peut pas se faire confiance. On ne peut pas avoir les réponses en nous. Et donc on va aller chercher une méthode, un outil, une personne, un nouveau dogme, une nouvelle religion, un nouveau gourou, un nouveau parti politique, vous voulez ce que vous voulez, une nouvelle croyance, une nouvelle science, un nouveau gadget technologique pour être plus productif et plus efficace et plus concentré, voilà. J'ai encore envie de gueuler un coup, donc je vais le faire. Mais putain de merde, est-ce qu'on pourrait pas juste se lâcher la grappe et se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me soutenir? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être mon meilleur allié? Et donc, ma stratégie, que ce soit avec moi ou les personnes que j'accompagne, c'est de passer d'une démarche à vouloir s'améliorer, devenir quelqu'un, être quelqu'un de bien, être quelqu'un de mieux, avoir une meilleure vie, à une non-démarche. C'est-à-dire être qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et donc, accepter tout ce que je vis, tout en souhaitant de nouvelles expériences et m'autoriser, donc, tout ce que je m'interdis au moment T. Parce que derrière ce côté développement personnel, il y a aussi, caché en dessous, un côté « je vais faire des efforts », je dois montrer patte blanche en étant valeureux, en corrigeant certains de mes défauts, pour avoir le droit d'obtenir les fruits de mon travail. Il y a un peu de ça quand même. Il y a un petit côté, il y a un prix à payer pour la réussite. Prix à payer qui est s'améliorer, devenir une meilleure personne. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois plus que il faut juste trouver la manière de vivre une vie qui nous ressemble et donc de trouver le mode de vie sur mesure pour qui nous sommes. Et donc les vrais blocages, résistances, freins, ce sont les interdits qu'on pose sur certaines de nos qualités, compétences, façons d'être. Et ces qualités, compétences, façons d'être, nous les avons jugées négativement par le passé, c'est pour ça que nous nous les interdisons. Et le problème du développement perso, c'est considérer que certains états d'être, certaines façons d'être sont plus acceptables que d'autres. Moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est plus dans l'écoute, qui est plus à distance, qui est plus dans la réflexion. Tout simplement parce que,
Aussi, je me suis suradapté et j'ai un côté hyper rentre-dedans, hyper direct. Et plutôt qu'être, comment dire, brut de décoffrage et très instinctif en disant tout ce que je pense, je préfère tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de parler. Parce que si franchement je disais tout ce que je pense, ça serait pas obligatoirement très diplomate. Et donc, d'une certaine manière, en étant quelqu'un de réservé, j'ai développé des capacités de diplomatie. D'une certaine manière. D'autres pourraient le voir autrement, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de me le raconter. Et je trouve ça plutôt positif. Et donc, tout ça pour dire que je préfère voir tous les aspects positifs que nous permettent notre façon d'être, notre façon de fonctionner, nos comportements et nos qualités du moment, pour arriver à les utiliser comme des forces, comme même des fondations, pour construire une vie qui s'appuie sur celle-ci. Et ça n'empêche pas de développer de nouvelles compétences et de nouveaux comportements. J'insiste là-dessus. Ça n'empêche pas également de la croissance et de l'évolution. Mais d'une manière qui est naturelle, c'est-à-dire, moi je vais pousser comme un bouleau, et pas comme un nénuphar. Un nénuphar qui veut pousser comme un bouleau, il va avoir plus de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une phrase qu'on attribue à Einstein, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Et c'est un peu ça qu'on a tendance à faire. C'est à vouloir dire il n'y a qu'une seule manière d'être un humain, et donc si vous ne rentrez pas dans cette case, il va falloir que vous appreniez à faire comme si vous étiez un singe. Sauf que vous n'êtes pas obligatoirement un singe, vous avez peut-être des compétences ailleurs. Compétences qui ne sont peut-être pas encore identifiées, pas encore valorisées par la société actuellement, ou que la société n'a pas encore su comment utiliser d'une manière adaptée pour vivre une vie épanouissante. Alors pourquoi n'essayeriez-vous pas d'être un précurseur en faisant, d'une certaine manière, de votre plus gros défaut, votre plus grande force? Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est que naturellement, pour un enfant, marcher à quatre pattes, c'est un apprentissage qui est nécessaire. Et qui lui permettra, après, d'arriver à trouver de l'équilibre sur deux pattes, ou même de grimper à l'arbre. Est-ce qu'on pourrait dire, pour autant, que marcher à quatre pattes, c'est inférieur, ça a moins de valeur d'apprendre à marcher à quatre pattes, que de grimper, ou que de marcher ou de courir? Non. Ça permet aussi de créer des bases, créer des références internes, créer des compétences qui seront utiles après. Alors pourquoi dans nos vies, on considère que quand on débute quelque chose, que quand on fait quelque chose où on n'est pas encore totalement confort, pas encore totalement compétent, qu'on n'a pas encore des résultats qui peuvent être reconnus extérieurement, c'est d'une certaine manière inutile ou qu'il faut vite passer à l'étape suivante. Alors qu'en réalité, c'est le préalable nécessaire pour avoir les bases et les fondations solides qui permettront après d'avoir les résultats que l'on désire. Sans fondation solide, pas de résultats durables, ni de sécurité intérieure. Si vous créez une entreprise en faisant tout pour vous débarrasser au plus vite de l'administratif, ça va vous retomber sur le poil au bout d'un moment. Alors que si vous prenez le temps de réfléchir à votre structure, à apprendre à être à l'aise avec les papiers, apprendre à être à l'aise avec la compta et tout ça, vous serez plus sécurisé, donc vous serez plus à l'aise après pour développer aussi votre entreprise. Et aussi pour déléguer, pour pouvoir transmettre ce que vous avez déjà appris. Et donc, chaque étape est utile, et chaque étape, parfois même, nous fait faire un virage, nous fait prendre un carrefour qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc, ce côté très utilitariste de « je fais ça pour obtenir tel résultat », c'est contre-productif. Et donc, qu'est-ce que nous apporte l'autorisation d'être soi, comme j'aime l'appeler ? C'est une vision qui nous permet de voir que tout ce qui nous constitue a à l'origine un usage et fait partie de notre boîte à outils. Et que ce sont principalement les interdictions d'être ou de faire certaines choses qui sont à la source de nos peurs et de nos autolimitations.
Par exemple, si on a envie, je ne sais pas, se mettre à un nouveau sport, mais qu'on se dit « Ah oui, mais j'y arriverai pas, mais de toute façon, je suis pas doué pour la course à pied, mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, ah oui, mais j'ai passé l'âge. » Ça, c'est plein de choses, plein de prétextes qu'on se raconte pour s'interdire de vivre une expérience qu'on a envie de vivre. Et donc, on pourrait aborder le sujet selon deux manières. La manière très rentre dedans, ok, je vais me prouver que j'ai tort, et dès qu'il y a ces idées-là qui remontent, je leur dis la ferme, et j'y vais, je me mets en mouvement, je fais les trucs. Sauf que ce serait se battre contre des parties de soi qui, d'une certaine manière, ont envie d'être entendues. Moi, je préfère une partie de « ok, là, je m'en crois pas capable. Donc, je vais les laisser tranquilles, les parties qui m'en croient pas capable, et j'y vais quand même. » Vous voyez, la nuance est très fine, mais c'est juste dans la posture que ça change. C'est pas dans les actes. Dans les actes, on va aussi mettre en place une routine, on va aussi mettre en place une discipline, on va aussi poser des actes, on va aussi se pousser aux fesses qu'on n'a pas envie. Mais on va pas le faire en voulant se battre contre une partie de nous qui est feignante, qui résiste, qui sabote. On va le faire en la prenant en compte aussi, en essayant de comprendre quand elle nous dit quelque chose. Est-ce qu'on le fait parce que est-ce que ces petits prétextes, ces petites histoires qu'on se raconte, elles sont là pour nous protéger, pour prendre soin de notre rythme, pour aussi prendre soin de notre fatigue, prendre soin d'autres priorités et d'autres valeurs qui sont importantes pour nous, etc., etc. Et donc cette approche où on essaye de prendre en compte tout ce qui se révèle et tout ce qui s'active, ça nous permet aussi de partir de nos désirs profonds et de nos propres forces et de suivre notre propre chemin, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc de ne pas suivre une route qui n'est pas la nôtre, mais une route qui nous ressemble et qui surtout nous permettra d'être en écologie avec nous. C'est-à-dire on ne va pas se forcer à fonctionner d'une manière qui n'est pas la nôtre, et donc à s'épuiser, et donc à fonctionner en dents de scie. Fonctionner qu'à la motivation, qu'à la volonté, qu'avec quelque chose où ça ne nous correspond pas. Quelqu'un qui, par exemple, va s'imposer d'aller s'entraîner tout seul pour courir, alors que pour lui, le moteur de mise en mouvement, c'est le groupe, il a plus vite fait de trouver des gens avec qui courir et de trouver une stratégie adaptée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment adapter les choses. Et plutôt que de dire « Ah oui, mais je suis feignant, je suis pas capable de... » Non, c'est que vous, votre moteur, c'est différent. Votre moteur, c'est peut-être pas le dépassement de vous, c'est peut-être pas le chrono, c'est peut-être pas de vous chronométrer sur une appli et de faire la compète avec les autres. C'est peut-être de partager un bon moment avec les gens. Et c'est un moyen pour vous aussi, pour vous motiver, pour faire ce qui est important pour vous. Et tout cela, toute cette compréhension de votre propre fonctionnement, en vous acceptant tel que vous êtes, et en étant lucide aussi sur les endroits où vous racontez des histoires, va vous permettre de prendre la responsabilité sur votre vie, et de poser des choix. Et de dire, ok, là je me raconte l'histoire, que j'en suis pas capable, c'est pas le moment, c'est pas le truc, ok. Plutôt que me raconter des histoires, est-ce que je préfère pas prendre la décision de dire, je ne le ferai pas cette année. Et j'aurais pu à trouver des prétextes. Ou plutôt que me battre avec moi-même pour essayer de faire quelque chose qui ne résonne pas avec moi et donc où je vois que je force, me dire « Ok, là je sens une résistance, je sens de la procrastination, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de lutter contre cette résistance et plutôt aller avec, voir ce dont elle a besoin. Peut-être que des fois... Par exemple, si vous utilisez une méthode qui est très cadrée, qui est très structurée, où ça manque de jeu, ça manque de fun, ça manque de spontanéité, essayez d'adapter la méthode pour que ça fonctionne à votre manière. Ça ne veut pas dire remettre en cause l'objectif, mais remettre en cause le chemin que vous empruntez pour y aller. Et tout ça, ça vous permettra de nourrir la confiance en vous et de nourrir aussi la croyance que vous êtes assez. Et tel que vous êtes, c'est déjà parfait, c'est déjà ok. Et donc en explorant ce que vous interdisez, en vous appuyant sur vos forces, plutôt qu'en voulant compenser ce que vous pouvez identifier comme des faiblesses, vous allez arriver
à vous mettre en mouvement. Exemple, la personne qui, enfant, on lui a toujours dit « Ah oui, mais t'es pas prudent, tu vas parler avec tout le monde, tu vas aborder tous les inconnus, c'est dangereux, etc. » Il peut avoir intégré que parler aux autres, aller vers l'autre naturellement, c'est dangereux. C'est pas quelque chose de valorisable, c'est pas quelque chose de souhaitable. Et donc, il peut avoir eu un côté très spontané, très ouvert et très convivial, qui aura été totalement bridé. Et donc, plutôt que aller faire du développement personnel pour aller trouver les méthodes, les moyens, les trucs pour avoir confiance en lui, etc., il a juste à se rappeler qu'il s'est interdit ça toute sa vie sous prétexte que par le passé c'était dangereux, et petit à petit se réautoriser à le faire, installer la croyance de plus en plus que ce n'est pas dangereux, contrairement à quand il était enfant, et redévelopper ses compétences naturelles qu'il a toujours eues. Une autre chose que permet cette approche, c'est de... comment dire ? De ne pas être rigide dans le rapport à la discipline et dans le rapport à la mise en place d'habitudes. À l'époque où j'avais décidé d'arrêter de fumer, même quand je me remettais à fumer, ça ne remettait pas en cause le fait que j'étais dans une routine pour arrêter de fumer. J'étais pas en train de me générer de la culpabilité en disant « Oh putain, t'as merdé, tu t'es remis à fumer ». J'acceptais là de ne pas avoir eu l'énergie pour, la force pour, le mental pour, et je dirais « Ok, mais ça ne remet pas en cause le fait que je suis en train d'arrêter de fumer. Je fume, mais j'arrête de fumer ». Et donc, ça m'empêchait de me battre contre moi, de considérer qu'il y avait une partie de moi qui était faible, qui n'était pas assez forte, qui n'était pas assez comme si. Et donc, ça me permettait d'avoir assez d'amour pour moi pour recommencer le lendemain. Si à chaque coup que j'aurais baissé les bras, que j'aurais abandonné, que j'aurais, entre guillemets, fait un pas de côté, je me tapais dessus, imaginez l'énergie que ça consomme en plus. Donc, il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Ce qui était important, c'était d'y retourner le lendemain. De renourrir mon intention d'arrêter de fumer. Et non pas de réussir le plus rapidement possible, de cocher toutes les cases, de faire un 100%, d'installer mon habitude en l'espace de 6 mois, voilà. En l'espace de 6 mois, en l'espace de 3 semaines. Par exemple, moi j'ai réussi à mettre là en place une habitude de sport parce que mon but n'est pas d'obtenir un résultat à court terme. Mon but n'est pas de réussir à tous les coups. Mon but est au fur et à mesure d'apprécier, de faire du sport et d'être plus à l'aise avec le fait de faire du sport que de ne pas en faire. Et donc au fur et à mesure, je ne m'impose pas de faire du sport, je me laisse la possibilité de. Pour devenir la personne que j'ai envie d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien dans son corps et qui est capable de vivre des expériences comme faire de l'escalade, marcher sur les mains ou faire des sauts périlleux, ce dont actuellement je suis totalement incapable. Et donc en faisant ça, ça m'a permis de dépasser certaines zones de résistance, d'inconfort que je n'avais pas réussi à dépasser jusqu'à maintenant parce que dès que j'atteignais un certain résultat, vu que je m'imposais que ça aille à un certain rythme, que je m'imposais d'être régulier, que je m'interdisais les coupures, que je m'interdisais les, entre guillemets, échecs, à chaque petit décrochage, j'abandonnais pour un temps conséquent, qui était souvent de l'ordre de 6 mois, 1 an. Et donc cet autre chemin, je vais dire, pour construire une vie qui nous ressemble plus, elle se base sur quelques petits outils, on va dire, quelques petites pistes. C'est tout d'abord faire et être sans condition, c'est-à-dire pas juger nos envies, ce qu'on a envie de faire, comment on fonctionne, et arrêter de chercher si c'est la bonne ou mauvaise manière. Vous avez envie de faire les choses comme ça? Essayez. Faites. Et c'est par l'apprentissage, c'est en faisant, vous verrez si ça vous convient ou pas, et vous pourrez ajuster. Et quand vous vous interdisez de faire quelque chose, notez toutes les pensées parasites
Et choisissez si vous avez encore envie de les considérer comme vrais ou non. Et voir aussi si ces pensées sont là pour vous faire du bien, pour vous permettre de répondre à un autre besoin, à une autre priorité, à une autre valeur, à prendre soin de vous par exemple au niveau physique, à prendre soin de vous au niveau émotionnel, et à vous permettre de faire les choses aussi à votre rythme. Car je le répète, on n'a pas tous envie d'être des surhommes, dont le but essentiel, c'est de se dépasser tous les jours et d'aller de plus en plus dans nos limites et de pouvoir être dans le dur régulièrement pour se prouver que ce sont des bonhommes. On n'est pas tous obligés, pour avoir une vie qui nous ressemble, de faire du développement personnel comme des spécialistes de la musculation. Ou comme des personnes qui ont envie de se réparer et d'éliminer des parties d'eux qu'ils considèrent inacceptables. Parce que ça, c'est la meilleure manière pour que ces parties d'eux, ces comportements, ces façons d'être, se cachent sous le tapis et s'expriment à d'autres endroits. Ce qui, pour moi, n'est pas quelque chose de très rentable sur le long terme. Une autre piste pour être plus dans une démarche d'acceptation de soi, c'est se demander si ce que je fais là, je le fais pour être une meilleure personne, c'est-à-dire pour répondre à un idéal extérieur, ou si je le fais pour être moi, pour avoir une vie qui me ressemble de plus en plus, et qui ressemble à la vie qui m'épanouit. Cela vous permettra d'identifier les vrais objectifs, et aussi les manières de faire qui sont adaptées pour vous. Un troisième point qui peut être aussi intéressant, c'est de lister tout ce que vous interdisez ou repoussez à plus tard, avec une pensée prétexte, et faire cette chose, et voir comment vous vous sentez. Et voir si vous pouvez accepter l'inconfort que ça génère, tout en ressentant l'excitation, l'envie également que ça vous procure. Et la joie aussi que ça peut vous procurer. Comme le petit enfant qui se désobéit, qui se dit « chouette, j'ai mangé du chocolat !» alors que maman me l'avait interdit. Sauf que là, le chocolat, il est peut-être meilleur pour vous que quand vous étiez enfant. Meilleur au sens plus nourrissant et plus sain. Et une dernière piste qui pourrait être utile, c'est d'identifier quand vous apprenez une nouvelle chose, faites une thérapie, déclenchez une démarche d'amélioration ou de rectification de certaines choses chez vous, ou de certains de vos comportements, si vous le faites pour régler un problème, éviter un inconfort, ou si vous le faites pour répondre à un vrai désir. Car tant que vous faites les choses pour vous débarrasser d'une partie de vous, ça ne marchera pas. Vous serez en résistance à qui vous êtes, et donc ce que vous arriverez à faire sortir par la porte va re-rentrer par la fenêtre, etc., etc. Le but n'est pas de se libérer de ces comportements, on n'est pas enfermé, on se raconte juste qu'on l'est parce qu'on considère négativement certaines de notre manière d'être. Le but, c'est juste d'identifier l'angle de vue actuel, dont on voit notre vie, dont on voit nos comportements, et voir les choses autrement pour pouvoir utiliser nos ressources d'une manière plus ajustée et plus adaptée. En effet, l'angle de vue que nous avons nous permet de nourrir indirectement un besoin qui est important pour nous, qu'on n'arrive pas à régler autrement. Donc plutôt que taper sur le clou qui dépasse, c'est-à-dire ici le comportement qu'on considère comme pas acceptable, là je commence à fatiguer pour parler, mais voilà, je vais quand même réussir à finir cet épisode. Je disais, plutôt que taper sur le clou qui dépasse, voir ce clou, à quoi il nous sert. Est-ce qu'il retient quelque chose chez nous? Est-ce qu'il nous permet de nourrir quelque chose? Est-ce qu'il nous permet de combler un manque, tout simplement. Et est-ce qu'on pourrait pas juste écouter le manque qu'il y a en dessous, l'émotion qu'il y a en dessous? Est-ce qu'il nous permet aussi de nous empêcher de ressentir quelque chose, parce que c'est trop douloureux? Et plutôt que garder ce comportement, voir si on n'est pas en capacité maintenant d'avoir les ressources pour ressentir cette douleur qu'on porte sur le dos depuis notre enfance. Par exemple, moi, il y a quelques jours, je me suis pris un bon gros coup de maladie, qui était une bonne somatisation, qui m'a permis d'aller explorer quelques gros dossiers du passé émotionnel,
et qui m'ont permis de voir par le corps et par la maladie aussi à quel point, et avec tout plein d'événements avant qui appuyaient sur le même clou, on va dire, qui dépassait, à quel point j'avais besoin de me sentir utile pour exister. Et que j'avais associé le fait d'être utile à être aimé, et donc j'étais dans une panique dès que je me sentais pas utile. Et à l'inverse, quand je me sentais valorisé pour qui j'étais sans avoir à faire quelque chose, c'était la catastrophe. Je me barrais en courant. Parce qu'il y avait un côté, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, voilà. Vous voyez tout ce que je veux dire. Et donc, en m'autorisant à ressentir ce que c'était d'être aimé sans rien faire, de ne pas avoir à répondre à la demande, à être utile à l'autre tant que l'autre ne le demande pas, et à être dans une posture plus d'acceptation de ce que j'étais en train de vivre au moment T sans m'imposer à rentrer dans un rôle pour me sentir utile, ça m'a permis de me retirer un gros poids des épaules. Et donc maintenant d'être beaucoup plus à l'aise avec le fait de faire les choses sans but, sans résultat, sans conséquence, on va dire. Je ne sais pas si j'ai été très clair avec cet exemple, mais je pense que j'en reparlerai dans un prochain épisode, parce que ça a été une expérience assez clé pour moi, et que je pense que j'aurai envie de partager un peu plus dans le détail dans un prochain épisode ou dans un prochain contenu. Alors voilà globalement pour ce que j'avais envie de dire. Donc pour résumer, le problème c'est pas le développement personnel en lui-même, c'est ce qu'on met derrière. Est-ce qu'on fait du développement personnel pour s'améliorer, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour entretenir, on va dire, la scission entre les parties de nous qui sont acceptables et les parties qui ne le sont pas, et donc continuer à faire la guerre. Et là, j'ai même pas parlé de tout le côté émotionnel, avec les bonnes émotions, les mauvaises émotions, parce que je pourrais faire un épisode là-dessus. Mais c'est un peu pareil. Ou est-ce qu'on est dans une démarche de j'ai envie d'être de plus en plus moi-même, de m'accepter de plus en plus tel que je suis, de construire une vie qui me ressemble de plus en plus. Et dans ces cas-là, on va chercher les ressources à l'intérieur et on n'est plus dans une recherche de baguette magique à l'extérieur. On va s'autoriser à fonctionner à notre manière. Certes, en cherchant de l'appui, des ressources, même des fois des connaissances à l'extérieur, mais pas de la même manière. Pas de la manière où on considère qu'on est défaillant. Et donc qu'on n'a pas assez de valeur, ce qui peut nourrir le manque d'estime de soi. En partant du principe que on a toutes les clés en nous, mais qu'on a juste besoin d'aide pour arriver à les assembler. Et je dirais même toutes les pièces plutôt que les clés. Voilà, que toutes les pièces du puzzle sont en nous, on a peut-être des fois juste besoin de les mettre en ordre. Et des fois besoin d'un regard extérieur pour nous aider à le faire. Et c'est d'ailleurs ce que je propose aux gens de faire quand ils viennent me consulter. Je vais d'ailleurs enfin mettre en place un site web et une liste d'offres dignes de ce nom, vous pourrez enfin comprendre ce que je fais, parce que je ne suis pas aussi très clair sur mes propositions d'accompagnement, parce que aussi, je ne m'autorisais pas à être dans cette posture-là et à être moi à cet endroit-là, mais maintenant que je commence à assumer de plus en plus qui je suis et ce que j'ai envie de faire, vous aurez de mes nouvelles dans les prochaines semaines. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques sur cet épisode, des envies, des questions, ou même des envies d'être accompagné par moi d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à la semaine prochaine, avec un jour variable, comme vous voyez là, j'essaye d'être hebdomadaire, mais c'est des fois une fenêtre glissante de 7 à 10 jours. On verra si j'arrive à me tenir sur un jour de publication régulier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le contenu existe. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez des épisodes courts, comme j'ai fait précédemment, ou des épisodes longs comme celui-ci, pour que je vois si j'essaye d'orienter un peu plus. Parce que, je l'ai dit au début de cet épisode, les 2 épisodes précédents qui ont été un seul épisode coupé en 2, je ne sais pas si c'était la bonne stratégie. Donc n'hésitez pas à me dire si c'était une bonne idée ou pas, selon vous. Voilà. Et donc pour me contacter, comme toujours, les contacts sont en bio.
sont en bio sont sous cet épisode. Sinon, vous pouvez le faire par mail à pierre@incarnersonsoleil.fr, sur mon profil Instagram qui est Incarner son soleil, avec des tirets entre les mots, et sur Incarner son soleil sur Facebook. Voilà. Et bien sur ça, je vous souhaite une très belle journée, semaine, soirée, et je vous dis à très bientôt.